Grosso modo, ça raconte vraiment les débuts de la frontière jusqu'à aujourd'hui, mais on a permis à notre acteur, William, d'ajouter du fantastique à l'histoire. On voulait qu'il se l'approprie et qu'il en fasse un peu ce qu'il voulait. Moi-même, ça fait 9 ans que j'habite à la frontière, mais je suis pas une native. Quand j'ai lu l'histoire, je savais même plus qu'est-ce qui était vrai et qu'est-ce qui était pas vrai. Mais vous allez voir, c'est une très belle histoire, puis je vous souhaite de profiter du moment. Donc, Marianne, la parole est à toi. Bonjour, chers Lac-Frontiéroises et chers Lac-Frontiérois. J'espère que vous êtes bien attelés à vos chaises parce que je m'en vais vous raconter une méchante bonne histoire. Je m'en vais vous raconter l'histoire d'un petit village qui en a vu et qui en a vécu pendant plus de 100 ans. C'est l'histoire d'un village qui aurait pu être américain. Parce que c'est ici, à la borne 265, frontière avec les États-Unis change de direction vers le nord-est. Ouh! Aussi, parce que pendant 60 ans, les Britanniques qui gouvernaient le Canada à l'époque se heurtaient aux Américains qui, eux, étaient à bord de territoire depuis leur indépendance. Les deux camps se sont donc disputés la frontière entre leurs deux pays. Une très longue dispute qui a mené ultimement à la signature du traité Webster-Ashburton. Traité qui, lui, délimitait de façon permanente les deux pays en détail. Mais pourquoi ça leur a pris 60 ans, me direz-vous? Eh bien, tout simplement parce que le territoire qu'occupe entre autres ce petit village dont je vous parle est riche en ressources naturelles. Et que les rivières qui dessinent le territoire jouent un rôle considérable pour le flottage du bois. Heureusement, ce petit patelin resta canadien grâce aux Anglais. Ce même village a connu un essor incroyable financièrement au début du 20e siècle en raison de l'exploitation forestière. C'est un village où le peuple a travaillé d'arrache-pied et il s'est donné tout entier pour récolter le fruit de son labeur. Un village où ont habité et habitent encore des braves gens. Par contre, c'est un village dont on connaît peu la facette mystérieuse. Il y a cette histoire d'une force qui a opéré sur le village pendant ses heures de gloire. Cette histoire, je vais vous la raconter. Cette histoire, vous l'aurez deviné, c'est la vôtre. C'est l'histoire de Lac-Frontière. Au début, le territoire de Lac-Frontière était occupé par les Anglais. Ben, des Anglais d'Angleterre, là. Les Britanniques qui nous ont battus, nous, le peuple français, en 1760. Eux, les Anglais, c'est ici qu'ils ont monté leur campement. Ils sont restés de 1840 à 1850. Mais ils ont fini par quitter puisqu'il n'y avait plus intérêt à être là. Pendant les premiers temps, on appelait le village Lac des Anglais, en raison de leur victoire dans le traité. 65 ans plus tard, après qu'il ne soit rien passé d'important ici, les premiers pionniers arrivent à Lac-Frontière. Dans le premier quart du 20e siècle, ces pionniers québécois qui sont installés tranquillement à Lac-Frontière et ses environs en quête de nouvelles ressources et de revenus. Devant eux, se présente un territoire à couper le souffle. Il y a d'abord un lac de 2,4 km sur 1,2 km de large. Il est entouré aux 3/4 de la forêt appalachienne qui, elle, recèle d'une riche sauvagine. Mais là, je mets de vous dire quelque chose d'important. Ce ne sont pas seulement des hommes solitaires qui sont venus découvrir les grandes forêts, mais plutôt des familles entières qui désirent une meilleure qualité de vie qui ont migré vers ces terres encore hostiles du Québec. Au grand désespoir des nouveaux arrivants, la cultivation du sol s'annonce comme un défi herculéen. Le sol est rocailleux et stérile. Le peu de terre viable sera insuffisant pour toute une communauté. L'agriculture ne sera donc pas leur activité salvatrice. Après tout,
Les familles courageuses qui sont déplacées jusqu'ici vivent à présent entourées de forêts immenses et l'industrie du bois se constitue d'une grande main-d'œuvre. Donc, beaucoup d'emplois. Une industrie aussi qui, à l'époque, il faut le dire, avait déjà commencé dans la région. En 1914, ouverture officielle de Lac-Frontière en vue d'être une station de la Québec Central Railway. La compagnie BC Howard détient les droits de coupe sur le territoire. En 1915, ouverture du premier hôtel pour accueillir plus de travailleurs. 1916, on construit la station de train de la ligne Québec Central Railway ainsi que la fameuse scierie. La venue du chemin de fer à Lac-Frontière permettra d'assurer l'envoi du bois coupé ici à la scierie par la BC Howard vers Sherbrooke où il sera transformé. Dès lors, le petit village de Lac-Frontière prospère et s'inscrit sur la carte. Tellement bien que le village attire des colons en quête de travail venus de partout. De la Beauce, de la Malbaie, d'Arthabasca, du Maine, même des gens de Russie et d'Ukraine. Pour ces ouvriers, la vie de chantier est rude et pénible. Pour ces ouvriers, la vie de chantier est rude et pénible. Les conditions sont pratiquement insupportables, mais nous, les Québécois, avec nos amis d'ailleurs, nous restons fiers, jovieux et laborieux. Parce que malgré le dur labeur, on vivait bien à Lac-Frontière. On arrivait à récolter un bon petit butin. Bien entendu, au bout du compte, c'est la compagnie forestière dont la BC Howard Company, la compagnie forestière de Charles Howard, qui ramassait la plus grande pactole. Anecdote intéressante à mon histoire, Charles Howard possédait en plus de sa compagnie des élevages naturels d'élans et de renards qu'il a fait bâtir derrière l'église. Sinon, chaque année, un nouvel hôtel apparaît pour accueillir les travailleurs saisonniers, de nouvelles maisons pour les familles qui s'installent de façon permanente et plusieurs commerces de tout genre pour approvisionner tout ce beau petit monde. En 1917, alors que le Canada est en pleine guerre en Europe, l'armée envoie des officiers pour rattraper les déserteurs et même recruter de nouveaux soldats. Lac-Frontière existe et même nous, on n'échappe pas à la conscription. En 1919, on érige l'église de Lac-Frontière. Avant, pour se faire baptiser, il fallait se rendre au village voisin de Sainte-Lucie de Beauregard. Puis ça, c'était un méchant voyage à faire avec un bébé des bras. Lac-Frontière prospère si bien, si fort, dans le premier quart du 20e siècle, que le petit village sera bientôt surnommé le Klondike de l'Est, en référence à la ruée vers l'or du siècle précédent. Cette fois-ci, c'était, vous l'aurez compris, une ruée vers le bois. Un événement vient chambouler la vie au village. En 1922, un incendie fait ravage sur la rue de la Gare, ce que vous appelez aujourd'hui la rue principale, et anéantit une bonne partie des bâtiments. C'est le premier incendie de notre histoire. Pendant les jours qui suivent, on essaie de comprendre comment une telle chose a pu se produire. Cet incendie, personne ne sait comment il a été déclenché. Est-ce une bête erreur d'un villageois qui a trop chargé son foyer de telle sorte qu'une bûche a trouvé son chemin sur le plancher? Ou peut-être un incident en travaillant au commerce? Une lampe, une bougie qui serait tombée par terre encore? Était-ce plutôt un homme en quête de travail qui a voulu se venger contre la BC Howard Company de ne pas lui avoir donné un emploi? Ou on accuse même les Américains d'avoir peut-être causé l'incendie par jalousie? Les questions sont multiples au village, le moral assez bas d'avoir souffert une si grande perte. On ouvre une enquête et plusieurs rassemblements de citoyens ont également lieu pour essayer de comprendre et trouver la source du désastre. De soir en soir, on se crie par-dessus. C'est sûr que c'est les Américains. Ils veulent faire du mal à notre industrie. On fait plus d'argent qu'eux. Ils aiment pas ça. Ils sont jaloux de notre belle terre, bug Lucius Campo.
Ben non, ta maudite tata, c'est pas les Américains. Les Américains ont en masse de territoires à exploiter, puis ils ont en masse d'argent, répond fièrement Odias Roberge, un des premiers pionniers de la place. Nous, on pense que c'est les coutures qui ont mis le feu. Ils sont tellement maladroits dans cette famille-là, sifflent sournoisement les sœurs Laflamme. Et ainsi de suite, jusqu'à ce que ça soit la zizanie totale, comme ça, pendant 3 jours. C'est justement qu'au 3e soir que les frères Fournier, Alexandre et Xavier, se manifestent. On n'osait pas vous en parler, pas paraître fou, mais l'autre soir, on a vu passer une boule de feu dans le ciel. On était chez nous tranquillement, dans le rang de la société, puis on a vu une immense boule de feu aller en direction de la ville. Quelque temps, à peine avant l'incendie. Ben voyons, comment ça se fait que nous, on l'ait pas vu, répond aussitôt Madame Veilleux. On sait pas, mais on sait ce qu'on a vu, dit Xavier Fournier. Apparemment, les 2 frères ont vu une lumière, comme une étoile qui sort du ciel et qui décide de leur foncer dessus. C'était quelque chose qui avançait très vite, ou bien qui grossissait plus vite encore. Ils savent pas très bien ce qu'ils ont vu et leur gêne de passer pour des idiots empirent leur récit. Ils ajoutent en dernier qu'il y a eu un bruit qui accompagnait cette étrange lumière qui leur a passé au-dessus de la tête. Un bruit plus fort que le tonnerre ou que les machines qui opèrent dans la Syrie. À leur grande surprise, certains villageois ont eux aussi entendu quelque chose. Un genre de grondement dans la nuit, même s'ils n'ont pas vu la lumière. D'autres appuient au contraire la description de la lumière des 2 frères, même s'ils étaient plus loin et n'avaient rien entendu. Quant à Madame Veilleux, elle habitait trop loin pour entendre le bruit et les arbres étaient trop hauts autour de la maison pour apercevoir la lumière. De la sorcellerie! C'est sûr que c'est de la sorcellerie! Quelqu'un nous en veut à nous autres! C'est sûr! dit nerveusement M. Gagnon, le boulanger. Odias prend la parole. Tout le monde se calme. Il serait temps qu'on arrête de gueuler puis qu'on commence à faire un peu de sens. Odias continue comme ça jusqu'à ce que tous soient rassurés. Il interroge longuement les frères Fournier pour comprendre plus clairement ce qu'ils ont vu, mais l'apparition qu'ils décrivent encore et encore dépasse l'imagination de tous. Pourtant, le village a bien vu ou entendu quelque chose. Il en conclut que la seule solution, la seule façon de se rendre au bout de l'histoire serait d'investiguer cette boule de feu. Une équipe se rendra chaque soir chez les frères Fournier en attendant une nouvelle manifestation. Personne ne se pose à ce plan et le maire organise les différentes équipes. On va épier le ciel. Les premières soirées sont paisibles et agréables, les suivantes aussi, puis les autres. L'arrivée du printemps facilite ces longues nuits passées aussi au bord d'un feu. L'été passe ainsi, à attendre quelque chose. Bientôt, les familles entières se réunissent le soir, une fois par semaine, chez les Fourniers. On fête un peu, mais sans l'avouer, on s'amuse pour combattre le temps et l'ennui. Ça dure comme ça, quelques mois, puis rendu à l'hiver, déjà plus personne ne se présente chez les Fourniers. On est épuisés d'attendre pour quelque chose qu'on comprend pas. Les années passent, et l'histoire de boule de feu se dissipe des esprits. Certains croient les frères Fournier, les autres qui avaient rien vu ou entendu demeurent sceptiques et accusent les frères Fournier d'être fous. Dans tous les cas, on ne réussira jamais à résoudre comment l'incendie s'est réellement produit. Il a fallu attendre en 1927, 5 ans plus tard, pour que le village prenne peur de nouveau, lorsqu'un tout petit feu a manqué de raser de près le village à nouveau. À ce moment-là, il n'y a pas eu de boule de feu dans le ciel. Pas d'Américains au village, juste un incendie qui a rapidement été maîtrisé. L'événement de 1922 est revenu de façon très vite dans l'esprit de tous. Le village prit la bonne résolution de construire un poste de pompiers pour assurer la protection des citoyens, de leurs maisons et de leurs commerces. Ce poste de pompier, c'est encore aujourd'hui, en 2019, mais il n'accueille plus de pompiers. Il fait maintenant office d'atelier municipal. Avançons
un peu dans l'histoire. Depuis 1914, la vie à Lac-Frontière a grandement évolué. Déjà, beaucoup d'infrastructures ont été construites depuis 1914. Une station de train, des maisons, une église, des ponts, des moulins, des usines, d'autres hôtels pour accueillir les main-d'œuvre abondantes et même des cours de tennis et des nouveaux commerces. C'est dans cet élan d'expansion économique occasionné par le commerce du bois que Lac-Frontière devient le village le plus riche des environs. En plus d'être la plaque tournante de l'industrie forestière, réunissant bûcherons, les commerçants de bois et les compagnies industrielles pendant 2 décennies. Dans son époque la plus faste, Lac-Frontière compte plus de 1800 habitants. Mais, tristement, en 1929, le grand crash boursier cause l'effondrement de l'économie mondiale et n'épargne pas Lac-Frontière. Aussi la quasi-totalité du peuple québécois. Ces derniers souffrent grandement dans cette crise. Les gens perdent leur emploi, leur maison. Il faut maintenant la file d'entrée dans les refuges pour essayer d'avoir quelque chose à manger. Ici, à Lac-Frontière, la crise économique engendre la baisse du commerce du bois et de cette façon, chasse les ouvriers qui retournent chez eux ou quittent vers les grandes villes québécoises ou même vers le Vermont et le travail pour eux. Le dernier moulin est encore en fonction, cesse également son exploitation. Le village maintenant improductif n'a plus de ressources économiques et est voué à l'échec. Le bois a donc été l'étincelle d'un mouvement qui a poussé des pionniers à donner naissance à plusieurs villages comme celui de Lac-Frontière. Mais cette ressource première qu'est le bois a également été le talon d'Achille de ce petit village. Ah, mais là, par contre, vous m'en voudrez pas de vous dire que les gens de la place, les vrais Lac-Frontiérois, ils sont pas prêts de devenir un village fantôme. Non, non, non. Parce qu'ils aiment leur patelin. Puis, c'est vrai, ils vont pas l'abandonner. Ça fait que pendant les 10 années qui vont suivre, de 1928 à 1938, on va pas leur lâcher la patate. Non, madame, non, monsieur. Pendant les 9 ans qui ont suivi la crise économique de 1929, les Lac-Frontiérois et les Lac-Frontiéroises préservent et s'acharnent à faire grandir leur village. Le 7 mai 1928, on ajoute 3 cachots pour prisonniers à l'intérieur du poste de pompiers. En juillet 1931, le forgeron de la place, Joe Croteau, construit une voiture à boyaux contre les incendies avec tout juste 2 roues et 2 essieux. Le 12 novembre 1935, la Québec Central Railway approuve à Lac-Frontière 3 trains express par semaine et le service postal tous les jours. Le 8 septembre 1936, première journée de classe dans la toute nouvelle école de Lac-Frontière qui a été bâtie durant l'été. 1938, incendie. Tous les efforts déployés depuis la crise économique, le temps aussi, le peu d'argent qu'on avait, une partie de tout ce qu'on a bâti, anéanti. Notre avenir vient-il encore de s'envoler dans les flammes? Lors d'une douce et belle nuit d'été, un incendie se déclare dans le centre-ville. Notre équipe de pompiers permet de maîtriser les flammes assez rapidement, même si le feu a déjà infligé beaucoup de dégâts au bâtiment. Le magasin général d'Eugène Grégoire, par exemple, qui comptait une boucherie, un rayon de vêtements pour hommes, un salon de barbier, un restaurant et une salle de billard, disparaît dans les flammes avec d'autres. Le moral est beau au village. Les événements de 1922 ne sont pas loin de la conscience des gens, surtout suite à la grande frousse qu'on a eue 5 ans après. Le rassemblement est organisé par le nouveau maire. Tous se réunissent devant un bâtiment sur la rue de la Gare. On n'attend pas longtemps que le maire lance les hostilités. Cette fois-ci, lui, il ne demande pas comment l'incendie a pu se déclarer. Non, c'est pas la première question qu'il pose. Ce que le maire demande d'abord et avant tout, est-ce que quelqu'un a vu une lumière immense, une boule de feu passer dans le ciel la nuit passée? Le silence se fait entendre dans la rue. Quelques secondes passent, puis... Oui! Je l'ai vu, répond Arthur Ruel. Arthur Ruel habite dans le rang de Saint-Jean-Baptiste avec sa famille depuis plusieurs années. Il était là en 1922 quand il y a eu l'incendie et il a entendu également le témoignage des frères Fournier. Par contre,
Il faisait partie de ceux qui n'avaient rien vu et qui n'y croyaient pas vraiment. Tout de même, quand j'ai vu passer dans le ciel cette étrange lumière, ça l'a frappé. Il a su immédiatement que ça n'avait pas bon augure. Il explique à son tour ce qu'il a vu la veille. Une lumière, certes, mais une lumière enflammée qui traçait son chemin au-dessus des arbres. Au début, c'était tout petit et brillant, puis ça se rapproche assez vite à la vitesse de l'éclair. Quand cette affaire-là est passée au-dessus de moi, j'ai entendu gronder bien fort, comme une locomotive. Puis dès qu'elle s'est enfuie en direction de la ville, c'est redevenu bien calme. Après, j'ai couru vers le centre-ville, puis c'est là que j'ai vu le brasier. La description convient parfaitement. La sœur d'Arthur, Marguerite, qui habite au bout du rang, confirme les dires de son frère. Plusieurs autres citoyens disent avoir eux aussi entendu le grondement, même s'ils n'avaient pas vu la boule de feu. C'est l'histoire qui se répète. Les ordres du rassemblement qui suivent servent à la population à exprimer leurs craintes et comment ils pensent tous que cette intervention est diabolique, est une punition du Seigneur. Les moins suspicieux et les moins croyants sont plutôt convaincus d'une force paranormale. Peut-être que le territoire qu'occupe la frontière était anciennement un campement d'Abénakis, de Micmac ou même peut-être d'Iroquois qui se sont fait exterminer par les Français lors de la colonisation. Personne ne comprend ou ne peut expliquer ce qui arrive à Lac-Frontière. Même monsieur le curé est dépassé par le phénomène. Je vous dirais, chère audience, que c'est précisément à ce moment-ci dans l'histoire de Lac-Frontière qu'on a pris une des plus grandes décisions. On a pris la décision de rien faire. Non, on ne fera rien. Parce que comment combattre une force maléfique qui se promène dans le ciel à la vitesse de la lumière et qui s'est manifestée 2 fois en 15 ans? La résilience du village est admirable devant l'impossibilité d'une lutte imaginaire. Un combat où toute énergie et tout temps serait investi dans le vide, dans le néant. On abandonne l'idée d'une révolution devant cette terrible fatalité qui a partiellement détruit le village. Et on décide plutôt de mettre les efforts dans la reconstruction de ce dernier. On a le regard tourné vers l'avenir à Lac-Frontière. C'est toujours mieux que de pleurer le passé. Tout de même, quelques villageois font preuve de plus de pénitence en se confessant 3 fois plus souvent qu'à l'habitude. Mais ça, c'est monsieur le curé qui en a le plus souffert. Malgré les légendes et la destruction de la ville, la vie a continué à Lac-Frontière. D'abord, il y a eu un second conflit mondial. Les hommes québécois ont de nouveau traversé l'Atlantique pour prêter main forte et combattre pour les Canadiens, aux côtés des Américains. Des hommes comme Paul-Émile Croteau, Conrad Soucy, Jacques et Denis Bureau, Alfred Eugène Grégoire et son frère Paul-Émile, Armand Talon, Charles Bolduc, le caporal Roland Gosselin, qui a même laissé sa vie, étaient tous des hommes d'ici. La guerre finit en 1945. Les hommes reviennent et le Québec glisse tranquillement dans la période de la grande noirceur de Duplessis. Puis la guerre froide, déjà entamée au niveau mondial. Et comme de grands malheurs n'en attendent pas d'autres, on assiste encore ici, à Lac-Frontière, à un autre incendie. Le 21 mai 1965, un 3e incendie détruit une grande partie de la ville. L'hôtel Lapierre, l'hôtel La Joie, le magasin Général Bossé, la maison de Madame Breton et l'entrepôt de la gare. Cette fois-ci, il y a une première victime. Madame Alice Lapierre était à son hôtel lorsqu'un incendie prit vie vers 16h45 en après-midi. Madame Lapierre a eu le temps de se rendre à l'étage, alerter son mari et son fils qui faisaient une sieste et leur permettre de s'enfuir à temps par une fenêtre. Elle, par contre, ne pouvant pas se résoudre à sauter et ne trouvant aucune autre issue, se fit traquer par le feu et termina prisonnière du brasier. Cet après-midi-là, il n'y a pas eu de boule de feu. Pas de phénomènes paranormaux, pas de magie ou de bêtises fictives. D'ailleurs, ça faisait longtemps qu'on n'avait rien signalé. Non, c'est un incendie des plus ordinaires qui causa un grand témoin, coûta 250 000 $ de dommages à la ville et qui fit une victime. C'est une des plus tristes journées de l'histoire de Lac-Frontière.
Le 6 avril 1981, le conseil municipal ne s'objecte pas au démantèlement de la gare de train. Puis là, comme si c'était pas assez, 5 ans plus tard, on se mérite une autre catastrophe. En 1985, Lac-Frontière est encore la proie des flammes. Un moteur de la série Conrad Poulain surchauffe et provoque la destruction intégrale de cette dernière. Heureusement, l'incendie, qui ne s'est pas propagé sur la ville, est maîtrisé dans l'heure par les pompiers volontaires. Chanceux dans notre malchance, l'ouvrage des derniers mois de la scierie est épargné, soit 2 millions de pieds de bois rond et de sillage. On pourra au moins vendre ça. La scierie Conrad Poulain avait d'ailleurs été construite pas longtemps après le feu de 65. Mais ce qui est arrivé de mieux dans cet incident-là, c'est que personne n'a perdu la vie. Aujourd'hui, le beau village dont je viens de vous raconter l'histoire a continué de s'adonner à l'industrie du bois. La compagnie Préparabois, qui a commencé ses activités en septembre 1995, a porté le flambeau de la business pendant un certain temps avant de fermer ses portes, elle aussi. Lac-Frontière s'est également muni d'un camping au bord du lac, un endroit de villégiature très pittoresque où les gens de la place et les visiteurs peuvent s'y détendre et contempler la nature qui les entoure. C'est tellement beau que plusieurs familles insatiables se sont bâties une maison là au bord du lac. Question d'en profiter le plus possible. Les autres préfèrent rester au village, bien entourés les uns avec les autres. Question d'en profiter. Cette année, le village célèbre ses 103 ans et l'église, elle, la petite jeune, ses 100 ans. Vous serez surpris comme moi que ce petit village méconnu du Québec qui a accueilli plus de 2000 personnes dans ses heures de gloire a une histoire incroyable. Que contraire aux dernières années, ici, on a réussi à garder nos 200 âmes bien joyeuses. Que ce petit village qui jadis était aussi grand qu'une ville a façonné le Québec et le Canada actuel grâce au rôle qu'il a joué dans l'industrie forestière. Qu'après avoir suffisamment travaillé le bois, on s'oriente vers la culture. La nouvelle mission du village étant de se faire reconnaître comme lieu de diffusion culturelle en organisant diverses activités communautaires et bien entendu culturelles. On fait et on fera ça à l'hôtel, notre église qu'on a achetée en 2013 et qu'on a reconvertie en salle multifonctionnelle. Elle est vraiment pas pire. Ça se passera aussi dans le parc des générations, juste ici, à côté de l'église qu'on inaugure aujourd'hui même. Bref, c'est une région, un village de femmes et d'hommes qui ont du cœur au ventre, qui ont surmonté le ravage causé par 4 incendies et qui, malgré tout, continuent de vivre, et ce, dans la joie. Moi, je vous le dis, vous avez du vécu ici. Et pouvoir dire je suis une Lac-Frontièroise, un Lac-Frontièrois devrait vous remplir de fierté. Merci.